je ne vais pas vous parler de la personne malade, mais je vais vous parler de la personne qui risque d'être malade, donc des maladies neurogénétiques et des personnes à risque de développer plus tard ces maladies, puisque l'un de ses parents est atteint et ces maladies, la liste je vous la donnerai quelques diapositives après, beaucoup des maladies neurologiques, eh bien, elles sont d'origine génétique, elles sont autosomiques dominantes, donc elles ont un risque de se transmettre d'une génération à l'autre. Donc depuis seulement une quinzaine d'années, la médecine prédictive permet à une personne indemne, c'est-à-dire sans symptômes, de savoir si elle a un risque accru de développer plus tard une maladie et un handicap. Et on peut se demander quels sont les effets de ces savoirs anticipés sur l'homme. Après un diagnostic pré-symptomatique, la personne est mieux armée pour faire face à la maladie lorsqu'elle arrive, ou au contraire, lorsqu'elle apprend qu'elle est porteuse du gène, le temps est catapulté, télescopé, et ça lui fait perdre la dimension temporelle du futur. Dernière question, est-ce qu'après l'annonce du résultat du test génétique, la vie peut, elle, devenir plus l'accomplissement d'un programme qui est déjà établi, puisqu'on sait que quand on est porteur, qu'on a un risque accru de développer la maladie. Donc vous voyez, quand j'ai commencé à travailler en génétique dans la consultation d'Alexandra Dur, à la Pitié-Salpêtrière, la première maladie pour laquelle un test génétique était possible, c'était la maladie de Huntington. Et puis, au fur et à mesure des années, la liste, elle a grandi. Elle est de plus en plus longue. Et vous voyez que beaucoup de ces maladies peuvent bénéficier, entre guillemets, d'un diagnostic présymptomatique pour les apparenter lorsque la mère ou le père est atteint de la maladie. Donc, je vous laisse lire la liste. Non, voilà. Donc, vous voyez, il y a la maladie d'Huntington, mais il y a des formes familiales des maladies d'Alzheimer, des formes familiales des maladies de Parkinson, des démences frontotemporales, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il y a des formes familiales aussi, des formes familiales des SELA, le cas d'asile, les ataxies cérébelleuses autosomiques dominantes, les paraparésies spastiques, la neurofibromatose, la myopathie facioscapulomérale, la dystrophie musculaire oculopharyngée, la myotonie de Steiner et la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Certaines de ces maladies entraînent une démence, d'autres seulement un handicap moteur. Donc un test présymptomatique permet à une personne qui est en bonne santé d'accéder par une simple prise de sang, le mot simple est mis entre guillemets, à un savoir sur son statut génétique et de répondre ainsi à la question: suis-je porteur ou non de l'anomalie génétique responsable de telle maladie qui affecte d'autres membres de ma famille? Ces maladies entraînent toute la liste que je vous ai donnée, un handicap d'origine neurologique, moteur, psychiatrique, cognitif, voire les trois. Elles sont toutes autosomiques dominantes. Pour la majorité, pour ne pas dire pour la plupart d'entre elles, ces maladies, le fait de faire un test génétique pour savoir si on est porteur n'entraîne aucun bénéfice médical et il y a, comme vous le savez, 0% des possibilités de prévention une fois qu'on sait qu'on est porteur du gène. On ne peut rien faire pour éviter la maladie. Donc, les situations que nous rencontrons en consultation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière sont les suivantes. Vous voyez ces petits carrés avec le signe d'interrogation. C'est une personne dont son père et son grand-père sont décédés de la maladie de Huntington. Pour trouver un exemple, celui de la maladie de Huntington. Il est marié, il a un enfant, sa femme est enceinte. Et bien maintenant, il s'interroge, est-ce que moi, je suis également porteur du gène? Est-ce que je vais développer et mourir d'une certaine manière comme mon père et mon grand-père? Donc, ce test est possible puisque le gène est découvert et techniquement le test est possible chez une personne qui ne présente pas de symptômes, qui est à risque à 50%, qui est majeure puisque ces tests ne se font pas chez les mineurs et qui ont fait la demande d'une manière autonome. La maladie de Huntington a fait l'objet d'une très grande réflexion et des recommandations de bonnes pratiques ont été établies et ces recommandations pour la maladie de Huntington sont utilisées pour toutes les autres maladies dont je vous ai parlé.
Et on rappelle à chaque fois à la personne qu'elle a le droit de ne pas savoir, c'est-à-dire que le test n'est pas une obligation puisqu'il n'y a aucun bénéfice à connaître son statut génétique, aucun bénéfice médical. Il faut qu'elle trouve un bénéfice autre qu'un bénéfice médical, peut-être psychologique, psychosocial. La personne doit être autonome et les choix doivent être éclairés et on assure à toute personne faisant ce test une confidentialité pour la suite. Égalité, ce test est gratuit. Donc, dans un avis des 95, déjà les comités consultatifs nationaux d'éthique signalaient que l'ignorance est rarement facteur de liberté. Mais ils s'interrogent cependant sur la signification réelle de l'exercice de sa liberté pour une personne dont les prédispositions génétiques ne laissent que le choix entre une existence terriblement contrainte ou des mutilations à visée préventive ou les risques d'une maladie incurable. Pour les mutilations, il faisait référence au problème des maladies génétiques dans le domaine du cancer. Donc, si une personne veut savoir si elle est porteuse, elle peut s'adresser dans une consultation, elle peut demander un test présymptomatique. La démarche qui lui est proposée est tout à fait particulière puisqu'on ne lui dit pas oui tout de suite, on lui propose un cadre pour le faire et une temporalité pour le faire aussi. Et comme vous pouvez apprécier dans ces schémas, quand la personne elle vient, elle va passer par différentes étapes et au fur et à mesure de ces différentes étapes, elle va assurer, elle va nous renouveler sa demande puisque le savoir qui peut, au bout du test, lui être révélé est tellement redoutable qu'on lui demande de bien réfléchir à sa volonté de savoir. En fait, un détail qui est très important, c'est que grâce à cette démarche qui est faite par palier, c'est-à-dire qu'on avance progressivement avec une phase d'information, une phase de réflexion, etc., plus de la moitié des personnes qui sont venues demander un test présymptomatique sont abandonnées tout au long de la démarche et nous faisons dans l'équipe l'éloge de l'incertitude en rappelant à ces personnes qu'on peut continuer à vivre dans l'incertitude et que savoir qu'on est porteur du gène de la maladie d'Huntington, par exemple, n'est pas quelque chose qui en soi peut être bénéfique. Donc le fait d'être à risque pour une maladie génétique est un fait si bouleversant que certaines personnes ne pourront plus vivre dans le doute. C'est pour ça qu'elles viennent nous voir. Après qu'elles ont compris qu'elles avaient un risque de 50% de développer la même maladie qui affecte l'un de ses parents. C'est être à risque est accompagné des phénomènes psychologiques prégnants tant dans les rapports au corps que dans la relation à l'histoire personnelle. Vous voyez, quelqu'un dit, ma grand-mère qui vient nous voir, elle nous dit, ma grand-mère est morte à 40 ans, décharnée et démente, ma mère est morte à 40 ans, ma tante est morte à 40 ans de la même maladie, j'aurai bientôt 40 ans, je me demande, c'est ce qui m'attend. Et elle rajoute, à 8 ans, j'ai pris une décision radicale sur laquelle je ne suis jamais revenue. Je me revois très bien à la morgue de l'hôpital où ma mère est morte. Il n'est question pour moi ni de me marier, ni d'avoir d'enfants. Je ne veux absolument pas prendre les risques de transmettre la maladie et que mon histoire se répète. Et enfin, un dernier exemple d'une jeune patiente de 18 ans que j'ai vue la semaine dernière, dont son père est atteint d'une maladie de Pic, qui me dit, quand je regarde mon père et je vois dans son regard cet égarement dans lequel il vit, ses yeux sont désespérés, je n'arrive pas à le regarder en face, je ressens une si grande douleur pour lui, mais aussi pour moi. Je vois bien ce qui m'attend si je suis porteuse, mais je ne peux plus vivre dans le doute. Voilà l'état d'esprit qui souvent invite les gens qui viennent nous demander un test présymptomatique. Donc, Freud, en Totem et Tabou, dit que la mort n'est qu'un mort et que la vision du cadavre ou la perception d'un absent peuvent être utilisées par les sujets pour se représenter sa propre mort. Eh bien, dans les familles concernées par ces maladies neurologiques d'origine génétique, cette vision de la déchéance de l'autre entraîne aussi une représentation sur la possibilité de la propre mort. Ainsi, si pour certains la question de la mort peut être niée, esquivée par différents artifices, chez la personne à risque, la rencontre avec l'idée de sa propre mort peut être constante, puisqu'on la voit chez l'autre. Donc, dans l'essence de la tragédie, Lacan fait le commentaire sur l'Antigone de Sophocle et il signale qu'avant de rencontrer la mort réelle, Antigone rencontre la mort symbolique sous la forme d'une condamnation prononcée à son rencontre.
un corps vivant, elle doit être mise au tombeau. Pour ceux qui font le test, est-ce qu'une fois qu'on leur dit qu'ils sont porteurs ou qu'ils ne le sont pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez une étude mondiale effectuée sur la population ayant fait le test présymptomatique de la maladie du Huntington démontre bien qu'il n'y a pas plus de suicides que dans la population générale, ni des tentatives de suicide, ni d'hospitalisation psychiatrique. Probablement, la prise en compte et la temporalité qu'on offre aux personnes qui viennent nous voir, ça les aide à décider de savoir ou ne pas savoir, et c'est probablement qu'ils sont les plus fragiles, ne les font pas. Mais résultat, c'est qu'il n'y a pas d'événement psychiatrique catastrophique. Nous avons fait avec Alexandra Dur une étude sur 351 personnes qui avaient fait le test génétique dans notre consultation pour la maladie du Huntington, et nous nous sommes intéressés 10 ans après qu'est-ce qu'ils ont devenu. Donc, je vous le dis assez vite, mais regardez bien. Donc, chez les porteurs du gène, la dépression est effectivement très importante. Elle est presque de 60%. Mais regardez bien aussi, et c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup étonnés, c'est que presque 25% des non-porteurs sont également déprimés, ce qui est un résultat assez frappant. Donc, la génétique, le généticien va donner le résultat d'un test contenant une information relative à une maladie et un handicap qui se déclarera plus tard. Les tic-tac de la bombe posée rappellent qu'elle est toujours là, même si elle n'a pas encore explosé, puisque quand on sort de la consultation, on sait qu'on est porteur, mais on n'est pas encore malade. Donc il faut vivre ce temps entre la connaissance du résultat et les débuts de la maladie. La menace d'une maladie à venir rappelle que le temps est compté et peut induire des représentations des pertes futures, amenant parfois à une sorte de mélancolisation, comme si la perte de l'avenir était un savoir absolu et déjà réalisé. Et Jérôme Poré le dit magnifiquement bien, un test génétique peut induire, nous signale Jérôme Poré, une certitude désespérée d'une vie devenue elle-même une sorte de mort. Donc, pour finir, ce test est une preuve de réalité, mais il n'a pas en soi une valeur positive. Et comme je vous l'ai dit, nous faisons à chaque fois l'éloge du doute ou de l'incertitude avec les gens, en leur montrant qu'on peut continuer à vivre dans le doute. Le test conduit à un résultat qui est paradoxal, celui d'une preuve d'une maladie à venir, mais sans aucun signe accessible au champ perceptif. Le résultat, quel que soit-il, vous l'avez vu chez les porteurs ou les non-porteurs, ne renvoie pas seulement à une pure information scientifique, mais à la réalité psychique du patient, à sa filiation, à son histoire transgénérationnelle dans laquelle la personne se trouve située et impliquée. Ces tests ont une double dimension, celle d'éclairer la personne sur son statut génétique réel, mais celle aussi de sceller un destin et une trajectoire de vie. La consultation du diagnostic présymptomatique doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire, accueillant donc les demandeurs dans le respect de la temporalité. Et selon Alexandra Dur, je crois que c'est quelque chose d'important à retenir, la question n'est pas seulement de savoir si on est porteur ou n'est pas porteur, mais comment on va être après les résultats. Éclairer une personne sur son statut génétique sans pouvoir lui proposer aucune thérapeutique et aucune prévention doit en effet être mené sans aucune précipitation. Donc, il nous reste alors à accompagner ces personnes à risque. Lorsque nous les recevons, ces personnes, afin de les aider à réfléchir sur leur décision de savoir ou de continuer à vivre dans le doute, nous nous engageons dans une rencontre avec elles qui est d'une très grande profondeur humaine. Elle n'est jamais banale. C'est un dialogue qui est long, qui ne peut s'établir que dans la confiance et le respect. Nous sommes toujours en position d'écoute active et ne laissons jamais l'entretien se terminer sans avoir examiné avec les consultants toute une série de questions fondamentales. Nous rappelons à chaque fois que nous ne sommes pas là pour juger sur le bien fondé de la décision, mais que la parole a un sens et que nous l'aiderons à mieux s'écouter, à s'entendre dire, afin qu'il puisse être en capacité de prendre et assumer la décision qui sera véritablement la sienne. Et pour finir, donc,
je vous livre ce Prométhée qui, à mon avis, résume parfaitement bien les problèmes de la médecine prédictive et de l'annonce d'une maladie génétique au stade présymptomatique. Les hommes auraient passé leur vie auparavant dans les cavernes à tendre, oisifs et moroses leur mort, comme tant d'autres animaux dans leur antre. Mais dès qu'on leur eut retiré la connaissance de l'heure de leur mort, l'espoir naquit en eux. Les hommes s'éveillèrent alors et se mirent à transformer leur monde en un monde habitable. Merci.